Alors avec un style peinant à s'élever au-dessus d'une familiarité vulgaire, comme le dit un des personnages de ce livre, Nada, je poserai juste une question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parce que, en fait, on peut le prendre aux deux sens du terme, évidemment, toujours ce terme-là, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire-là, et ce type d'histoire-là? Et surtout, qu'est-ce que c'est que cette histoire où, en fait, on nous promet l'histoire de Pierre Loti, on la tient jusqu'au bout, mais on a droit à des grands morceaux de Flaubert, à des grands morceaux de journaux de la fin du 19e siècle, à des passages de souvenirs de la bataille de Solferino, à des passages de souvenirs de la bataille de Sedan, et au bout du compte, on se dit, mais ces histoires multiples, c'est un peu comme la tête d'un anamite sur laquelle tomberait un boulet de canon de la flotte française lors de la prise de Hué. C'est un peu éclaté tout ça, et c'est volontairement éclaté, c'est-à-dire que c'est le projet même du bouquin que d'être éclaté comme ça. Oui. Super. À la radio, il est plus disert, généralement. C'est ça le truc. C'est-à-dire que quand on lit ce livre, on se dit, voilà, ça commence comme l'histoire de Pierre Loti, et en fait, on ramène progressivement tout ce que Sylvain Venner connaît. Alors Sylvain Venner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un historien du voyage, un historien des aventuriers, de la notion même de voyage au 19e siècle, un grand historien du 19e siècle, qui a travaillé aussi sur l'invention de l'histoire de France. Et on se dit, mais pourquoi aller chercher tout ça? Alors évidemment, c'est très savamment tissé, magnifiquement écrit, il faut quand même le dire. Et donc ça permet d'aller tout doucement vers quel but, et en particulier quel but dans l'écriture de l'histoire, parce que c'est un livre d'histoire qui ne s'écrit pas comme les autres livres d'histoire. On va voir si la deuxième est plus efficace que la première. Sinon, j'en ai peut-être une troisième. Si tu veux bien, je vais répondre à la première question. En fait, c'est au départ, c'est parce que moi je me suis lancé avec Hervé Mazurel, qui pourra arriver qu'à la fin de la rencontre, il y a 5 ans maintenant, dans un chantier sur l'histoire des guerres du 19e siècle, des petites guerres du 19e siècle, des guerres oubliées du 19e siècle. En fait, c'est cette idée qu'entre 1815 et 1914, le 19e siècle est un siècle de paix en Europe, à peu de choses près comme la guerre de 70, mais que par contre, l'essentiel des champs de bataille se situe hors du monde, enfin hors de l'Europe. Et avec Hervé, on était parti, on avait organisé un séminaire là-dessus, on a essayé de réfléchir à ce sujet qui n'avait pas tellement été traité par l'historiographie. Et puis moi je suis parti à l'université de Grenoble et j'ai continué tout seul là-bas à travailler sur ces questions-là. Et en travaillant tout seul sur ces questions-là, je suis tombé sur le reportage de Pierre Loti. Et le reportage de Pierre Loti, pour faire vite, il sort dans le Figaro en 1883, il raconte une de ces petites guerres, typiques de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que les Français prennent la ville de Hué à la suite d'un combat qui fait 1500 morts du côté des Alamites, qui ne fait pas de morts du côté français. On est au lendemain de ce que les historiens appellent le weapon gap, c'est-à-dire l'histoire de l'armement, c'est-à-dire le moment où vraiment il y a le différentiel d'armement est tel que pendant une trentaine d'années, les Européens ne perdront quasiment aucune bataille, enfin par les Italiens, aucune bataille, aucune chrono. Et donc c'était un très bel exemple. Et en voulant, en creusant un petit peu, j'ai vu que les récits de Pierre Loti avaient été republiés par une petite maison d'édition tahitienne, à des fins de dénonciation de l'entreprise coloniale française il y a quelques années. Et quand j'ai regardé, j'ai lu ce petit livre de la maison d'édition, et je me suis dit, c'est curieux, comment est-ce que ça a pu faire scandale, cette affaire-là, en 1883? Il n'y a aucune raison. Donc je suis allé voir les articles du Figaro de septembre-octobre 1883, et là je me suis rendu compte que la petite maison d'édition tahitienne avait édité en fait les articles expurgés de Pierre Loti tels qu'ils avaient été corrigés par le censeur du ministère de la Guerre. Alors je trouvais que c'était un peu incroyable, c'est du mauvais travail d'édition. Alors j'ai contacté
mon éditrice des belles lettres, que j'espère pouvoir apparaître un peu pour lui rendre hommage dès qu'elle va arriver. Et pour lui dire, enfin, moi je pensais qu'on allait juste rééditer le vrai texte, avec un petit commentaire historique, en disant quand même, voilà ce qui a fait scandale. Et ce texte est assez court, hein, ça aurait fait un livre assez court. Et au fur et à mesure, je me suis dit que c'était peut-être dommage, justement cette fois-ci pour répondre à la deuxième question, du point de vue de l'écriture de l'histoire, de s'en tenir à une édition critique de ces anciens textes commentés, et que peut-être on pouvait essayer de faire autre chose que ça, toujours en ayant comme problématique cette affaire des guerres au loin, c'est-à-dire comment est-ce que les guerres que les Européens menaient au XIXe siècle étaient vécues par les sociétés au nom desquelles ces guerres étaient menées, sans que ces sociétés, à l'exception d'un très petit nombre de ses membres, puissent en avoir une connaissance directe. Oui, mais alors, ça c'est le propos, c'est le projet, mais évidemment ça ne dit rien de ce qu'est ce livre. C'est-à-dire, ça dit le pitch, pourrait-on dire, de ce livre, mais sa particularité, c'est justement son écriture, la façon dont tu as décidé de casser le récit habituel de l'historien, en l'occurrence, tu n'es pas le seul, mais c'est une façon de s'approcher de l'objet lui-même, de le casser, de le briser en 1000 morceaux, et de faire en sorte que dans ce kaléidoscope de brisé, on puisse approcher différentes questions qui sont liées à cette simple histoire de Pierre Loti, témoin lointain d'ailleurs, d'une bataille de Hué, devenu écrivain un peu célèbre, rédigeant pour le Figaro le compte-rendu de cette bataille, disant la grande tuerie avait commencé, on avait fait des feux de salve d'eux, et c'était le plaisir de voir ces gerbes de balles si facilement dirigeables s'abattre sur eux 2 fois par minute au commandement d'une manière méthodique et sûre. C'était une espèce d'arrosage qui les couchait tous par groupe dans un éclaboussement de sable et de gravier. On en voyait d'absolument fous qui se relevaient, pris d'un vertige de courir comme des bêtes blessées. Ils faisaient en zigzag et tout de travers cette course de la mort, se retroussant jusqu'aux reins d'une manière comique, leurs chignons dénoués, leurs grands cheveux, leur donnant des airs de femme. Voilà ce qu'écrit donc Pierre Loti dans ce reportage, et qui sera l'objet de la querelle du cas Pierre Loti, c'est-à-dire comment un officier français peut-il raconter cela dans la presse de l'époque, et au bout du compte, faire l'objet d'une censure, puisque évidemment il n'a pas le droit, c'est le devoir de réserve d'un officier français, que de ne pas raconter cela comme ça. Mais pourquoi donc, à partir de ce récit-là, simple, avoir choisi de le mettre en kaléidoscope de cette façon, Sylvain? D'abord, l'extrait, ce qui est bien, c'est que c'est typiquement l'extrait qui n'a pas été reproduit par la petite maison d'édition dont je parlais tout à l'heure. C'est ce genre d'extraits qui sont restés dans les exemplaires du Figaro. Alors que cette édition devait montrer l'atrocité du combat colonial. Voilà. Après, il y a plusieurs réponses. Alors, il y en a une qui serait un peu poétique et qui consisterait à dire que ça consiste, enfin, c'est aussi le résultat d'une rencontre ratée avec Pierre Loti, puisque moi je travaille depuis très longtemps sur le voyage et son récit au XIXe siècle, et j'ai jamais été un grand lecteur de Pierre Loti, ça ne m'intéressait pas tellement, c'était plutôt quelqu'un qui, à mon avis, enfilait des poncifs déjà à la fin du XIXe siècle, et donc j'étais surpris de le retrouver au centre de cette histoire-là, donc je me suis quand même demandé pourquoi est-ce que ça lui arrivait à lui, ce garçon qui a plein de défauts, j'en cite pas, je ne les cite pas tous dans le livre, il a plus de défauts que ceux qui sont dans le livre. Donc ça pourrait être une raison, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis focalisé sur ce personnage-là et j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude, enfin, que les historiens ne font pas trop d'habitude, c'est-à-dire que je me suis intéressé à la psychologie de Pierre Loti, à me demander si je pouvais juste discuter avec lui. Mais ce serait un peu une réponse un peu poétique et en fait un peu fausse. La vraie raison, c'est que dans le même temps où avec Hervé Mazurel, on organisait ces réflexions sur l'histoire de la guerre au loin, j'ai eu la chance de pouvoir, pendant 2 ans, animer à l'Université de Paris un séminaire sur l'écriture de l'histoire, sur la poétique de l'écriture historique, avec Patrick Boucheron, à qui je rends hommage, après l'avoir lu. Et ces questions de savoir comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour amener à la lecture de livres d'histoire des gens qui ne nous lisent pas d'habitude,
et ce faisant, produire des moyens d'interroger autrement le passé, je me suis dit que c'était peut-être avec Pierre Loti et ce petit scandale, complètement anecdotique, hein, puisqu'il n'a aucun effet. Oui, parce qu'il est convoqué au ministère et son supérieur hiérarchique lui donne une tape dans le dos. Il a mis quand même 3 mois pour revenir de l'ANAM à Paris. Et au bout de 3 mois, on lui dit oh, c'est pas si grave, parce qu'entre-temps, évidemment, tout ça est passé, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, et au bout du compte, ça n'est pas si grave que ça. Non, non, ce scandale n'ayant eu aucun effet, je trouvais que c'était précisément, il n'y a aucun enjeu historique, enfin, en tout cas, on ne va pas réécrire l'histoire de la période à partir de ça, c'est fou. Il a fait un livre qui a fait un scandale, et puis après, tout le monde, des articles ont fait un scandale, tout le monde les a oubliés, et lui-même a été le premier à les faire oublier. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça moi, ça m'a bien intéressé. Cette idée qu'on pouvait trouver une vérité historique à partir de ce qui a été un non-événement. Alors, ce non-événement, c'est donc ces articles publiés, puis ensuite censurés dans l'œuvre de Loti. Mais ça va plus loin parce qu'il y a effectivement une sorte de plongée dans cet imaginaire littéraire du XIXe siècle, une plongée dans l'œuvre de Flaubert en particulier, avec un petit amusement de l'écrivain qui est à côté de moi, avec une ouverture de chapitre qui dit c'était à Tuan Anne Faubourg de Hué. Ça rappellera quelques autres ouvertures de livres, en particulier de Flaubert. Et ensuite, donc, l'idée qu'on peut essayer de voir cheminer la description des massacres, telle que le fait Pierre Loti, dans l'écriture d'autres écrivains comme Flaubert, pour Salammbô, mais aussi Henri Dunant, qui n'est pas un écrivain, mais un témoin fondateur de la Croix-Rouge après la bataille de Solferino, ou encore un inconnu vraiment de ma part, Camille Lemonnier, auteur des Charniers, qui raconte le lendemain de la bataille de Sedan. Donc, ce que tu fais, c'est d'aller chercher chez ces auteurs-là des possibles connexions de style, de récits, qui peut-être ont nourri la façon dont Pierre Loti a écrit cet article qui va porter préjudice momentanément, donc on nourrit son imaginaire parce qu'il n'était même pas sur place, il était à distance sur son bateau quand la bataille s'est déroulée. Ouais, je crois, et je ne suis pas le seul, il y en a plusieurs dans cette salle qui le croient aussi, que les écrivains ne sont pas les mieux placés pour dire ce que peut la littérature. Et que sans doute, les historiens peuvent le faire mieux qu'eux, parce que ils prétendent essayer de montrer la réalité de ce qui s'est passé autrefois. Or, sauf s'ils sont archéologues, leur premier matériau, c'est du discours, et que la littérature, elle entre en contrebande dans tous les discours. Donc on est obligé, les historiens sont obligés en réalité, même s'ils ne veulent pas le faire, hein, et j'en connais aussi qui ne veulent pas le faire, mais ils sont obligés en réalité de se poser la question des pouvoirs de la littérature. C'est pour ça que tu dis par exemple qu'il faudrait se poser la question de l'impact de la description des massacres de Rwanda tels qu'ils sont décrits dans les livres de Jean Hatzfeld sur nos récits des guerres contemporaines, par exemple. Mais des guerres du XIXe siècle. Oui, ou des guerres du XIXe siècle, pardon. Oui, bien sûr. Là, pour le coup, c'était quelque chose qui est assez intéressant, je crois, dans le travail d'Antoine Compagnon. C'est de lire, aujourd'hui, on avait pris l'habitude dans l'histoire littéraire traditionnelle de mesurer l'influence de Chateaubriand sur Proust. En fait, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est d'essayer de mesurer l'influence de Proust sur Chateaubriand. C'est-à-dire que quand on entend la griffe dans le parc de Combray, en fait, on ne lit pas ça aujourd'hui comme on le lisait au milieu du XIXe siècle. On le lit parce qu'on a en tête tout ce que Proust a raconté sur le travail de la mémoire, et ça invite à relire Chateaubriand. Il est évident que nous, aujourd'hui, après les récits de Jean Hatzfeld, mais après beaucoup d'autres travaux,
on est invité à lire différemment les témoignages du XIXe siècle. Ces gens ne se préoccupaient pas, ou peu, même si Hervé Guillemin, Stéphane Pison ont travaillé là-dessus, mais ils se préoccupaient quand même assez peu de psychiatrie de guerre. L'essentiel arrive après la guerre de 14-18. Or, en fait, on s'aperçoit dans des témoignages comme celui de Pierre Loti que la question de la folie des combattants, la question du fait de sortir hors de soi-même, la question finalement, comme le dit Asfeld, de ne pas être responsable de ses propres actes, oui pour la cruauté, mais non pour l'intention, c'est quelque chose qu'on peut essayer de traquer dans les textes du XIXe siècle. Et on essaye de traquer aussi, chez Flaubert, l'écho lointain de la révolte des Cipayes, en se disant, et là on est dans la conjoncture vraiment la conjecture très forte, en se disant, au bout du compte, est-ce que Flaubert n'aurait pas lu les comptes rendus de cette révolte des Cipayes quand il s'est mis lui-même à écrire Salammbô, et est-ce qu'au bout du compte, dans les échos de Salammbô, des massacres, n'y a-t-il pas justement l'écho des massacres d'une puissance coloniale adverse, qui était la puissance britannique, dans l'écriture de Flaubert? Oui, alors ça on y arrive aussi sans a priori, c'est-à-dire qu'on lit le scandale Loti, on voit ce qui est écrit dans la presse à cette époque-là, et on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent... En fait, il faut replacer le débat exactement à son point central. Le point central, c'est quand Pierre Loti décrit une atrocité dans le combat, ou un exemple de folie des combattants, il n'y a que deux solutions pour les gens à l'époque. Soit il le fait parce qu'il l'a vu véritablement, et qu'en plus comme il est écrivain qui sait manier les mots, il peut décrire exactement ce qu'il a vu, et donc il va déchirer la rhétorique. Soit, au contraire, précisément parce qu'il est écrivain, et que finalement il n'était pas au milieu du combat mais qu'il était sur son bateau, il va nous raconter quelque chose à partir de son imagination et de ses lectures. Et il y a un exemple bien précis, c'est que dans ce combat, à un moment donné, il y a un matelot français qui est aux prises avec un ennemi, avec son fusil et sa baïonnette, et qui finit par ficher l'ennemi sur la plage, sur le sable de la plage, avec la baïonnette qui lui rentre dans la gorge. Et le soldat ennemi, l'anamite, comme on dit à l'époque, essaie d'empêcher la baïonnette de rentrer au fond de la gorge en mordant la baïonnette avec ses mains. Mais, dit Loti, le matelot est fort, et finalement, le soldat craque, et craque avec lui en réalité toute sa tête, puisque la baïonnette finit par lui rentrer dans le crâne. Alors, c'est le genre de choses, dit-on, pour une part, que ne décrivent pas les rapports officiels, donc il l'a vu. Et il nous montre parce qu'il est écrivain et qu'il nous montre donc la réalité vécue. Et on peut dire aussi, après enquête, pour le coup, que c'est une scène qui est mot pour mot tirée de l'Iliade. Et que l'Iliade à cette époque-là, c'était un livre qu'on lisait. Et que peut-être Loti, en fait, depuis son bateau, n'a pas vu la scène, mais par contre, il s'est souvenu de cette scène de l'Iliade, qu'il avait d'ailleurs déjà un peu racontée dans un roman précédent, qui se passait au Sénégal. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Cette scène a eu lieu, elle n'a pas eu lieu, et ça, c'est un premier problème. Et ensuite, une fois qu'on dépasse ça, parce qu'on ne pourra pas savoir si cette scène a eu lieu ou pas, quel est l'intérêt du débat? Alors, quand on récupère toutes ces questions qui se posent, il y en a une qui est fascinante, c'est des gens qui disent, mais là, Loti n'a pas trouvé ça que dans l'Iliade, il a trouvé ça chez Flaubert. Il a trouvé ça chez Salammbô. Alors moi, j'avais un vague souvenir de Salammbô lu il y a longtemps, comme d'un roman plutôt pénible à lire. Et donc je l'ai repris, effectivement, on peut retrouver dans Salammbô ce type de scène. Et du coup, on peut faire aussi le chemin inverse. On se dit, ah oui, mais alors si, en 83, les gens retrouvent dans les descriptions de Loti des descriptions qui sont sorties de Salammbô, mais au fait, pourquoi est-ce que Flaubert a décidé d'écrire Salammbô? Pourquoi est-ce que dans les descriptions de Salammbô de Flaubert, il y a ce genre d'horreur? Alors, là j'ai repris la correspondance de Flaubert pour faire la petite enquête, en disant, mais
au fond, quand Flaubert se met à écrire Salammbô, quand il décide de l'écrire, entre mars et septembre 1857, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dans la correspondance de Flaubert, il n'y a pratiquement aucune notation politique. Enfin, de la petite politique. Mais il y en a sur cet événement qui est en une de tous les journaux à l'été 1857, qui est la révolte des Cipayes. Et quand Flaubert décide de placer son action, l'action de son roman oriental, au moment de la révolte des mercenaires contre Hamilcar à Carthage, les journaux sont pleins de la révolte des Cipayes, qui sont les mercenaires de l'Angleterre, qu'on appelle à l'époque la Nouvelle Carthage, aux Indes. Ça n'explique pas tout Salammbô, hein. D'autant plus que Flaubert va mettre 5 ans pour Salammbô. Mais ça peut donner une idée aussi de la raison pour laquelle il a commencé à écrire Salammbô en 1857. Et aussi faire ressortir quelque chose qui nous échappe un peu, c'est que les romans historiques du XIXe siècle sont toujours en réalité, enfin souvent en réalité, des romans en prise sur l'actualité, comme la science-fiction le sera au XXe. Donc ça n'est pas parce qu'il y a une distorsion chronologique qu'on n'est pas en train de nous parler de l'époque, évidemment. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que tu dis dans ton texte à propos de Loti, mais ça pourrait s'appliquer à tous les écrivains de ce 19e siècle, c'est qu'un écrivain, c'est d'abord quelqu'un qui a beaucoup lu, qui a énormément lu. En même temps, c'est ton cas aussi, c'est-à-dire que tu as lu tous ces rapports, tu as lu toute cette littérature qui n'est pas la plus excitante qui soit du 19e siècle, la littérature de voyage, enfin, il y en a sûrement de très excitants, mais enfin, il y en a beaucoup qui doivent être un peu ennuyeux. Et on voit bien que tu remets tout ça dans ton livre, c'est-à-dire que tout te sert, tout fait vente pour l'analyse de ce cas Loti. C'est-à-dire que on se dit, mais il est allé chercher ça parce qu'il a déjà travaillé sur ça. Il y a tout un chapitre sur les voyageurs, la rapidité du voyage, qu'est-ce que c'est qu'un voyage lent, et pourquoi faut-il voyager lentement dans ce 19e siècle. Là, on se dit, c'est tout le travail que tu as mené pour tes précédents travaux. Mais il y a tout un tas d'autres notations qui nous plonge sur l'écriture de l'histoire, comme tu le disais, mais aussi sur la façon dont l'histoire a été conçue au XIXe siècle. Et donc, on se dit, tout est ramené à ce cas Loti, c'est-à-dire qu'en gros, tout ce que tu as lu auparavant te sert à déconstruire ce cas Loti et cette toute petite histoire qui est sans conséquence pour Pierre Loti et même pour l'histoire de France. Oui, comme quoi on pourrait se dire que si j'avais encore plus travaillé sur encore plus de sujets, il serait plus épais. Il serait plus épais. Non, je voudrais aussi insister sur autre chose, c'est parce que un lecteur malévole, comme disait Stendhal, m'a fait remarquer aussi que la petite phrase « c'était à Tuanan » Faubourg de Vaux. Pour les faubourgs de Vaux, bon. En disant tout de même le décalque de Flaubert, on le voit bien. Mais c'est fait exprès, je pense que quand un autre auteur contemporain d'histoire qui s'appelle Yvon Jebonca écrit Laetitia c'est moi, c'est fait aussi un peu exprès. Oui, mais alors je ne sais pas pour le livre d'Yvon que je n'ai pas encore lu, mais là l'intention, c'était une intention pédagogique.